Très bien. Si vous voulez bien, nous allons reprendre. Donc, merci beaucoup de votre ponctualité, de votre persévérance. Après un temps d'apport très riche de ce matin, donc deux psychiatres qui nous ont éclairés sur les processus du deuil et ses complications, deux résultats d'enquête également très très éclairants sur les vécus du processus de deuil, ainsi que l'apport d'un chercheur et d'un juriste. Tous ces apports montrent combien la question du deuil est une question transversale qui touche aux différents domaines professionnels et sociétals. Alors, l'après-midi a été pensé par les organisateurs comme un temps d'échange et de débats. Les professionnels des différents horizons, le monde de l'école, de l'hôpital, de l'armée et de l'entreprise vont partager leurs expériences, leur vécu autour de l'accompagnement du deuil, des collaborateurs, des usagers, des collègues. Donc voilà, ce sera un temps interactif d'intervention et des débats, des questions. Nous remercions d'ailleurs très chaleureusement tous les professionnels qui ont accepté de partager leurs réflexions et leurs pratiques avec nous. Nous espérons que ces pratiques vont nous permettre de nous enrichir mutuellement et puis surtout de dégager quels sont les chantiers qui restent à construire parce qu'il reste encore beaucoup à faire, vous l'auriez compris, en particulier en termes de prise de conscience et des connaissances, augmenter les niveaux des connaissances, donc d'information et de formation sur les deuils. Voilà, alors Vincent Landreau, psychologue à Empreinte, et moi-même aurons le plaisir d'animer cet temps dès l'après-midi. Et vous avez bien reconnu Maya. Voilà. Alors, je n'ai pas le charme de la voix de Maya, donc je vais avoir une voix d'homme pour un petit peu réveiller, parce que là, c'est l'heure de la sieste, généralement. Donc, on va essayer de... Plaît-il ? Ah oui, oui. Elle la rase tous les matins, je crois. Alors... Voilà, vous avez dû lire le programme et voir que nous avons une après-midi bien remplie. Donc on va essayer d'être efficace pour que chacun puisse prendre la parole, respecter les 10 minutes de parole. Alors déjà, il y a 3 personnes qui sont sur l'estrade que je vais vous présenter. Je vous propose qu'on les écoute les unes les autres. Et puis après, du coup, on se donne un petit quart d'heure pour vous permettre de poser des questions. Ça nous semblait plus souple que de faire 10 minutes, 5 minutes de questions, puis on repart. Voilà. Alors, nous avons d'abord le docteur Juliette Saulpic, donc, qui est médecin pédiatre à la Fondation de santé des étudiants de France. Voilà. Ça marche ? Voilà. Oui, et donc... ça marche, ça marche pas. Ça marche ? Non, ça voilà, marche. Madame Saulpic bien, va nous parler des adolescents en deuil dans un service d'onco et voir un petit peu quelle est la place des professionnels de santé là-dedans. Merci. Je remercie beaucoup l'association Empreinte de m'avoir invitée à cette journée. J'étais un petit peu étonnée quand Marie m'a demandé, parce que j'ai l'impression qu'on fait un tout petit truc dans un tout petit endroit et que ce n'est pas représentatif du tout. Mais en tout cas, je peux vous raconter ce qu'on y fait. On a un service très particulier que je vais vous présenter dans un premier temps. Ensuite, je vous exposerai toutes les nombreuses questions auxquelles on est confronté et les quelques réponses qu'on essaye d'y apporter, qui sont bien maigres, mais c'est un début. Et la matinée de ce matin et sa richesse m'a appris beaucoup de choses et j'espère qu'on va pouvoir continuer notre chemin. Donc, pardon, ça commence. La clinique dont je fais partie fait partie de la Fondation Santé des étudiants de France. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent. C'est une fondation qui avait été créée à l'origine en 1925 pour les étudiants tuberculeux, pour leur permettre de continuer leurs études tout en étant soignés le mieux possible. Donc c'était les anciens sanatoriums avec des cours qui avaient lieu au sein même des établissements. Aujourd'hui, la tuberculose a bien diminué. Les établissements se sont diversifiés et accueillent maintenant des patients atteints de maladies somatiques ou psychiatriques selon les établissements. La caractéristique de chacun de ces établissements est d'avoir un hôpital
avec tout ce qui constitue un hôpital habituellement, et un service des études qui est une véritable école au sein même de l'établissement qui permet aux enfants d'aller à l'école et d'être soignés dans le même temps. Donc la clinique Édouard Rist à laquelle j'appartiens est une clinique qui contient à peu près 200 lits, bon, peu importe, dans laquelle on accueille 100 à 150 adolescents atteints de maladies chroniques en soins-études. On a 6 services d'hospitalisation, un gros plateau technique de rééducation avec des kinés, des orthophonistes, des ergothérapeutes, un service des études, comme je vous l'ai dit, qui accueille les enfants de la 6e à la terminale en filière générale, technologique et dans certaines filières professionnelles. Et puis un pôle socio-éducatif et un service d'animation. Tout ça pour que vous compreniez un petit peu l'intensité de la vie qu'il peut y avoir dans ce service et l'intensité des liens qui se créent entre les patients. Alors dans mon service, qui est un service d'onco-hématologie, on accueille donc des patients atteints de cancer. Juste 3 mots pour que vous situiez un petit peu. Il y a 2000 nouveaux cas par an en France d'adolescents de 15 à 25 ans chez lesquels on découvre un cancer. Ce sont des leucémies, etc. Parmi eux, 75% guérissent. Donc la plupart guérissent, c'est très important. Mais il y en a 25% qui décèdent. Ils sont pris en charge en général dans les unités qu'on appelle AJA, c'est-à-dire adolescents et jeunes adultes, ou dans les services de pédiatrie. C'est là qu'on fait le diagnostic, c'est là qu'on fait les chimiothérapies, la chirurgie, etc. Et puis, entre les cures, soit ils rentrent à domicile et ils sont pris en charge dans l'hôpital qui est près de chez eux pour les soins dont ils ont besoin, soit en hospitalisation à domicile, et dans ces cas-là, ils sont scolarisés par le SAPAD, soit ils sont hospitalisés dans des services comme le mien, en SSR, soins de suite et réadaptation, dans lesquels on assure tous les soins dont ils ont besoin entre les grosses phases de traitement qui ont toujours lieu dans leur centre de référence. Malheureusement, il y a 75% de guérison, donc 25% de décès. La fin de vie survient soit à domicile quand c'est le souhait des parents, soit dans le centre de référence, soit en USP, soit quelquefois, mais rarement en SSR. Donc mon service contient 26 patients qui sont âgés de 12 à 26 ans. Ils ont, comme je vous le disais, une prise en charge médicale globale avec chimiothérapie, soins de support, rééducation et toujours la scolarité. Pour que vous ayez une petite idée, la durée moyenne de séjour dans le service est de 100 jours. Donc ça fait 3 mois, mais 3 mois entrecoupés de périodes dans lesquelles ils sont réhospitalisés ailleurs. Donc ça fait souvent quasiment une année scolaire. C'est simplement pour vous souligner le fait que ce sont des adolescents qui vivent ensemble pendant presque une année scolaire, qui ont des maladies gravissimes, qui ont des traitements très lourds, qui sont scolarisés ensemble, qui rigolent ensemble, ils font la fête ensemble, rassurez-vous. Il se passe plein de choses dans le service d'animation. Donc il y a vraiment une vie qui se crée, qui est très, très, très intense, et des liens très intenses aussi entre eux. Pour que vous ayez une petite idée, on a 75 à 90 patients hospitalisés dans le service par an. 25% de mortalité, ça fait une vingtaine de décès par an, quand même, pour vous montrer à quel point on peut être confronté. Voilà, donc je résume ici, un groupe de 26 patients qui ont la même maladie, ça crée chez eux une solidarité que vous ne pouvez pas imaginer. C'est très, très impressionnant pour nous, les adultes, qui les voyons, et donc qui vivent ensemble, vraiment ensemble, pendant des longs mois. Alors, quand il y a des décès, qu'est-ce qui se passe? C'est évidemment un traumatisme pour les patients, mais je voudrais aussi passer quelques instants sur le traumatisme du personnel, parce que ça, on n'en a pas beaucoup parlé ce matin. Et pour le personnel soignant, c'est quand même difficile de travailler dans ce genre de service. Alors, c'est difficile. Moi, je trouve ça difficile. Mais combien de fois est-ce qu'on entend dire « c'est normal, c'est notre métier, on y est habitué ». Un jour où je demandais un financement pour un groupe de parole pour le personnel du service, on dit « mais vous n'êtes pas habitué à voir des adolescents mourir? C'est pas normal ?» Non. C'est pas normal. Donc c'est un traumatisme évidemment parce que du fait de la fréquence de ces décès, parce que ce sont des patients jeunes avec lesquels toute l'équipe a établi des liens très particuliers et très intenses. Ce sont souvent des patients qui sont, par exemple, qui viennent des îles, de la Réunion, de la Martinique, etc., qui sont donc sans leur famille à Paris. Donc forcément, il y a des liens très particuliers qui se créent avec l'équipe infirmière. Donc pour moi, à mon sens, il existe un deuil professionnel. Ce n'est pas le deuil professionnel, ce n'est pas la même chose, il faut bien les distinguer. Mais il y a un véritable travail à faire pour ces équipes. Et je pense qu'il y a absolument besoin d'un accompagnement pour éviter le burn-out. Dans les services d'hématologie pédiatrique, la, entre gros guillemets, durée de vie d'une infirmière est de 3 ans. Ça vous montre bien que c'est très, très difficile pour elle d'y rester longtemps. Donc, les quelques réponses qu'on a trouvées dans notre service pour s'occuper du personnel, c'est d'abord un groupe de parole, comme je vous l'ai dit. Ensuite, on a des réunions régulières avec l'association Palipède, qui s'occupe des soins palliatifs pédiatriques et qui nous aide à réfléchir, justement, à réfléchir sur la différence deuil personnel, deuil professionnel, sur la bonne distance à avoir avec les patients. Enfin, ce sont uniquement des réunions de réflexion pour l'équipe qui, à mon sens, sont très importantes.
Et puis on essaye de réfléchir à la façon de prévenir le personnel quand un patient décède, parce que souvent il décède, comme vous l'avez vu tout à l'heure, il ne décède pas dans notre service. Donc il y a les infirmières qui veulent être prévenues coûte que coûte, même si elles sont en vacances au bout du monde. Il y a celles qui ne veulent surtout pas la prendre avant de revenir dans le service. Enfin, donc il faut s'adapter à chacune. C'est une réflexion qui est sans arrêt, un travail qui est sans arrêt remis sur le tapis. Et puis il y a des petites choses qu'on essaye de faire. Par exemple, quand il y a eu un décès dans le service, ça va vous sembler trivial, mais ne pas réoccuper le lit tout de suite. Ça a l'air de rien, mais malheureusement, aujourd'hui, dans les services d'oncologie, on veut qu'il y ait un bon taux d'occupation, donc il faut remplir le lit tout de suite. Il y a eu un mort le matin, on met quelqu'un d'autre dedans l'après-midi. C'est très, très violent pour les équipes. Alors, du côté des patients, je vous ai juste mis quelques phrases que j'ai pu entendre depuis que je suis à la clinique Édouard Rist. Et j'ai pris moi-même conscience de l'ampleur du phénomène et de la nécessité d'accompagner ces patients un lundi matin où je faisais ma visite normalement, et je tombe sur un petit Rodrigue qui allait très bien, que je connaissais bien, qui était en forme, en fin de traitement, tout allait bien, et je le vois tout pâle dans son lit. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, la clinique est sous le choc. Je dis, oui, qu'est-ce qui se passe? En fait, ils avaient appris 2 décès pendant le week-end qui n'avaient pas eu lieu à la clinique, donc même moi, je n'étais pas encore au courant. Et ça avait été un véritable traumatisme pour toute la clinique, tout le groupe de patients, tout le groupe d'adolescents qui avaient vécu ces décès, évidemment, le week-end, donc à un moment où il y a peu de monde pour les accompagner. Ça avait été très violent pour eux. Donc, c'est évidemment un traumatisme quand ils apprennent le décès d'un patient, parce qu'ils ont souvent, déjà, ce sont des bons copains, enfin pas toujours, mais ça peut être des bons copains. C'était, comme je dis, un compagnon de galère, c'est-à-dire qu'ils ont vécu beaucoup de choses ensemble très difficiles. Il y a une identification, on en a entendu dire c'est moi le prochain sur la liste. Oui. Il y en a chez lesquels ça éveille de la compassion. Je me souviens d'une petite bonne femme de 14 ans. Docteur, ça doit être dur pour vous quand même. C'était le 5e patient qu'elle voyait mourir dans le service. C'était ses copains qui partaient. Et elle pensait à nous en disant, vous, le docteur, mes pauvres. Bon. Et puis, il y en a chez lesquels ça induit un besoin de réparation, qui sont quelquefois pris de folie des grandeurs, qui veulent absolument réparer. Pour réparer, on va faire une grande fête, on va inviter plein de monde, on va inviter toute sa famille, tout ça à l'hôpital. Enfin, c'est un petit peu compliqué à gérer aussi. Quelquefois, ils nous mettent dans des situations tout à fait insolites et pour lesquels il faut improviser. Alors, toutes les questions qu'on peut se poser, j'en ai listé quelques-unes là, rassurez-vous, il y en a encore beaucoup d'autres. Est-ce que, de la part de l'équipe, quand on apprend un décès, est-ce qu'il faut porter le deuil solennellement? Est-ce qu'il faut faire un temps de pause, ne plus parler que de ça, être très sérieux, s'interdire de rigoler? Bon. Est-ce qu'il faut faire l'autruche et faire comme si rien ne s'était passé et faire notre visite comme tous les matins, comme on continue? Je pense que la bonne solution est quelque part entre les deux. Est-ce qu'il faut annoncer à chaque décès? Alors, déjà au personnel, on en a parlé, mais aux patients, est-ce qu'on fait une annonce? J'ai une amie qui m'a raconté qu'on l'avait contrainte un jour à faire une annonce collective. Elle était dans un autre SSR avec des tout-petits-enfants, et elle s'était vue annoncer à des gamins de 5 ans, un groupe de 30 gamins de 5 à 10 ans, qu'ils avaient un copain qui était mort. Elle s'est trouvée maltraitante ce jour-là. Donc c'est une question qui est extrêmement difficile aussi. Donc à qui est-ce qu'on l'annonce? Est-ce qu'on l'annonce à tout le service de façon systématique? Tout le monde n'a pas forcément envie de le savoir. Comment est-ce qu'on l'annonce? De façon individuelle, de façon collective, par voie d'affichage? Est-ce qu'on fait un cahier dans lequel on note les décès? Comment on fait? Comment est-ce qu'on accompagne le groupe de patients? Ça, c'est une grosse question. Comment est-ce qu'on accompagne le personnel? Est-ce qu'on va aux obsèques, nous les soignants? Est-ce qu'on laisse les patients aller aux obsèques? Est-ce qu'on les accompagne aux obsèques? À chaque fois, ça pose des problèmes terribles parce qu'on n'a pas suffisamment de personnel pour ça, bien sûr. Donc, il faut se débrouiller. Comment est-ce qu'on soutient la famille? Est-ce qu'on envoie une carte? Est-ce qu'on n'envoie pas de carte? Qu'est-ce qu'on fait? Et quelle place est-ce qu'on donne au spirituel? Est-ce qu'on demande à l'aumônerie de venir et de faire une petite messe On n'a pas de chapelle, mais on pourrait trouver un endroit où est-ce qu'on... Bon, voilà, les questions en vrac. Donc, les quelques réponses qu'on a pu apporter, entre autres en rencontrant l'équipe d'Empreinte. Donc, on s'est dit qu'il fallait d'abord, avant tout, ce qu'on n'a pas encore fait, mais on va le faire bientôt, former le personnel au deuil, bien sûr, aux étapes du deuil, aux complications du deuil, et surtout à toutes les aides existantes. Le numéro de téléphone d'Empreinte peut être un outil pour nous. Les groupes de parole peuvent aussi être un outil. Enfin, on peut se saisir des aides qui existent à l'extérieur. On a réfléchi en équipe à un protocole deuil que je vous présenterai rapidement. On peut faire appel aux familles, aux parents des patients hospitalisés, leur demander d'accompagner leurs enfants s'ils le souhaitent aux enterrements. Ça semble difficile, mais c'est possible aussi. Il faut respecter les rituels communautaires. Comme je vous l'ai dit, on a des patients des îles, mais on a aussi des patients de l'étranger. Il y a plein de communautés culturelles différentes dans l'hôpital.
Et on pense qu'il est de notre devoir de respecter les rituels tout en voyant ce qu'il est possible de faire à l'hôpital. De façon systématique, on écrit une carte à la famille, pour la famille, mais c'est aussi bien pour le personnel, je pense, de faire un geste pour eux et de clore d'une certaine façon une histoire. Et puis, donc, informer délicatement. Donc, on s'est demandé s'il fallait qu'on fasse un rituel de service avec, par exemple, une petite fleur à un endroit. Il y aurait un endroit dédié dans le service dans lequel on mettrait une fleur avec le nom de l'enfant au moment du décès. Mais bon, on ne l'a pas encore fait, c'est pas facile. Juste pour vous présenter en quelques secondes le protocole deuil qu'on avait élaboré avec Marie-Ange Lechat, qui est ici dans la salle quelque part, qui était proviseur de RIST à l'époque où on l'a fait. Donc premièrement, ça n'a l'air de rien, vérifier l'information. L'information, elle arrive par Facebook, elle arrive par Instagram, par tous les machins dont on vous a parlé tout à l'heure. Quelquefois, elle est fausse. On a eu des informations comme quoi un enfant était décédé, on appelle le service pour savoir comment il est mort, etc. Et on nous dit, mais pas du tout, il va bien. Donc il faut vérifier. Ensuite, on veut essayer de réunir très très vite un groupe de professionnels qui ont connu le patient pour décider quel patient on prévient, si on organise une cérémonie, etc. Comme vous avez vu, il y a 6 services à RIST, donc il faut qu'on informe une patiente référente deuil par service pour qu'elle soit vigilante. Si on lui indique la classe de l'enfant décédé, les activités qu'il faisait, etc., que cette personne soit particulièrement vigilante auprès des enfants qui étaient potentiellement ses amis. On ne connaît pas leur vie privée, donc on ne sait pas, mais souvent on peut avoir des indices. Et puis, on a pris le parti dans le service de prévenir les jeunes concernés un par un. Donc ça demande un temps fou. Moi, j'y ai passé des matinées entières. C'est difficile, c'est douloureux, c'est pénible, mais c'est, je pense, absolument nécessaire pour les aider à bien démarrer ensuite et à bien démarrer le travail de deuil dont on a beaucoup parlé ce matin. Pour les laisser s'exprimer, pleurer s'ils veulent, c'est des choses qu'ils n'arriveraient pas forcément à faire en groupe. Ensuite, on veut aider les patients à organiser une cérémonie. Donc ça, au début, on voulait les laisser faire ce qu'ils voulaient. Et puis en fait, c'est pas possible. Et c'est très déstabilisant pour eux aussi. Ils ont besoin que les adultes les encadrent. Ils ont besoin ils ont besoin d'un cadre structurant et rassurant. Et puis, on organise le temps et le lieu, et ensuite on apporte des boissons sucrées, et puis on met de la musique, et puis on met des petites bougies électriques, et puis ils lisent des textes s'ils veulent lire des textes, ils lisent des poèmes, ils chantent des chansons, ils font des prières. Enfin, là, ensuite, on laisse libre cours à leur expression. On peut aussi leur proposer une boîte à souvenirs dans laquelle ils vont mettre écrit sur des papiers, des poèmes, des textes, enfin tout ce qu'ils veulent pour la personne décédée. Et ensuite, on a l'idée, ça c'est joli, on a eu cette idée-là, mais on ne l'a pas encore réalisée, de faire à partir de cette boîte à souvenirs un objet en papier mâché qu'on pourrait remettre à la famille ou mettre dans la tombe éventuellement le jour de l'enterrement. Donc en conclusion, pour nous, même si on y est souvent confronté, chaque décès est une nouvelle histoire, il faut improviser à chaque fois. Les mêmes questions se reposent à chaque fois avec des réponses différentes à chaque fois quasiment. Ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup de disponibilité, ça demande beaucoup d'écoute. On n'en a pas toujours les moyens, malheureusement. Mais je pense qu'il est absolument indispensable, dans des services comme le nôtre, de soutenir et le personnel et les patients. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec Anne-Charlotte Berthier, qui est professeure des écoles en classe maternelle depuis 19 ans. Voilà, et qui va nous faire réfléchir sur comment accompagner en classe des enfants endeuillés et des parents en deuil. Voilà, merci. Bonjour, donc je suis Anne-Charlotte Berthier. Ça fait presque 20 ans que je suis institutrice en maternelle. Moi, je vais juste vous apporter mon témoignage. Quand j'ai eu Marie de l'association Empreinte au téléphone, qui m'a dit quelle est ton expérience du deuil à l'école, j'ai pas mis longtemps à trouver parce que c'est des souvenirs qui restent très vivaces. Ce sont des expériences, des moments qui sont très particuliers. J'ai entendu le chiffre d'un orphelin par classe. C'est pas celui de la maternelle, évidemment, parce que plus les enfants avancent en âge, plus les expériences de deuil sont susceptibles d'apparaître. Donc, c'est pas les chiffres qu'on a, nous. En revanche, quand ça arrive, c'est toujours une histoire particulière, et pour les enfants, et pour nous, les enseignants. Il y a eu une année dans ma classe où, il me semble que c'était la même année, il y a eu 3 deuils. Une petite fille
avait perdu sa maman l'année précédente. Elle est arrivée dans ma classe, donc c'était une petite fille sans maman. Le décès avait été pris en charge, disons, le mot, enfin voilà, c'était passé dans la classe d'avant. Mais moi, j'avais quand même une attention particulière à cette petite fille. Parce que, encore une fois, c'est pas fréquent quand même. Pendant l'été, juste avant cette rentrée, 2 drames sont survenus. Une autre petite fille a perdu sa maman. Et elle arrivait de façon complètement par hasard dans ma classe aussi. Sauf que ça s'était passé l'été, donc c'était nouveau dans le cadre de l'école. Elle arrivait avec ce deuil. Bon, donc c'était déjà pas mal. Et troisième événement, au cours du même été, la petite sœur d'un petit garçon de ma classe est décédée en présence du papa, qui n'a rien pu faire. Elle s'est étouffée, tout bêtement, qui n'a rien pu faire. Donc, j'avais 2 petites filles en deuil et un petit garçon qui avait perdu sa petite sœur et un papa ravagé. Alors, voilà. Donc ça, pour moi, ça a été 3 cas vraiment, bon, c'est particulier que ce soit arrivé la même année. La première chose, c'est que j'ai été stupéfiée par la force des enfants. La petite fille qui avait perdu sa maman l'année précédente s'était intégrée. Je ne peux pas dire autrement. C'était une petite fille qui fonctionnait très très bien, qui fonctionnait très bien en classe, qui était très solide et vraiment dans la vie, qui a fonctionné très bien cette année-là. La seule chose qui m'a posé problème dans l'année, c'est qu'il a fallu que j'explique au papa, qui était mon seul interlocuteur, que c'était peut-être pas une très bonne idée de lui faire sauter une classe et de la faire passer directement de grande section en CE1 dans ce contexte-là. Je n'ai pas du tout été entendue par le papa. Donc, cette petite fille a, en plus de tout ce qu'elle a déjà subi et travaillé, sauté une classe. Voilà. La deuxième petite fille est arrivée et c'était une petite fille extrêmement gaie, extrêmement solaire, rayonnante. Je m'en souviens, je la revois, ça fait plus de 10 ans, mais petite fille rayonnante. Et je me disais, bon, je fais avec, c'est-à-dire que moi, tant que le deuil n'entre pas dans la classe joue son rôle de classe. Et on ne fait pas entrer le deuil par effraction dans une classe. Donc, là, je continuais à regarder cette petite fille évoluer, mais je me disais, waouh, quand même. Mais je sentais, contrairement à l'autre, que c'était pas normal. Et ça, c'est juste mon intuition d'enseignante, mon expérience, mon intuition de mère de famille aussi, parce que j'ai 2 enfants, les petites connaissances que je peux avoir dans le domaine de la psychologie de l'enfant. Je me disais, attention quand même, celle-là, elle est un peu trop solide, ou un peu trop... Et il se trouve qu'au bout de 3 mois, une fois qu'elle m'a bien connue, qu'on a bien tissé des liens avec elle, avec son papa aussi, que je voyais régulièrement parce qu'il amenait sa fille du coup tous les matins. Pour un événement dont je ne me souviens pas du tout, donc ça devait être complètement anecdotique, cette petite fille a fondu en larmes, mais s'est effondrée d'un coup à 11h30, à l'heure de la sortie, on n'était même pas dans la classe, je m'en souviens parfaitement. Et là, c'était donc la mort, le deuil qui s'exprimait. Et là, j'ai senti, moi, et puis donc, je n'étais pas préparée ce jour-là, parce que autant ça faisait 3 mois, je savais qu'il fallait faire attention, mais bon. Et donc, j'ai pris cette petite fille sur les genoux, et la seule chose que j'ai réussi à faire, c'est de pleurer avec elle. Et on a pleuré toutes les 2, voilà, à chaudes larmes. C'est la seule fois en 20 ans que j'ai pleuré avec un enfant, évidemment. Mais voilà, et ça, c'est juste pour vous dire que j'ai fait avec les moyens du bord. J'ai fait avec mon ressenti.
j'ai fait ce qui m'a semblé juste. Il me semble que c'était juste comme réaction pour donner la juste mesure à sa peine, à ce moment-là. Lui dire, bah oui, tu pleures, il y a de quoi pleurer quand même. Hein. D'ailleurs, regarde, on a du mal à ne pas pleurer avec toi. Et ensuite, on a continué l'année avec une petite fille qui était moins ouvertement gaie et qui, petit à petit, a remonté la pente parce qu'effectivement, il y avait une pente à remonter. Je ne me souviens pas d'avoir eu une quelconque aide, sinon celle de mes collègues ou celle de ma directrice. Il est probable que j'en ai parlé à la psychologue de l'école quand même. Mais là, je ne me souviens pas qu'il y ait eu quelque chose d'organisé spécialement. Mais je savais qu'elle était là, qu'elle existait, que c'était possible. Troisième exemple, le papa de la petite fille. Pourquoi le papa ? Parce que les rapports avec la maman, qui avait aussi perdu sa petite fille dans l'été, étaient, je dirais, normaux. Voilà, avec une possibilité de discuter, d'échanger, de discuter sur le petit garçon, donc, qui était dans ma classe, normal. En revanche, le papa, et je savais, peut-être par la maman certainement, comment s'était déroulé le drame. Le papa, d'une part, je l'ai vu s'effondrer au cours de l'année, c'était vraiment très difficile, et d'autre part, je ne savais pas du tout comment lui parler. Je ne savais pas du tout quels mots trouver, je ne savais pas du tout. Ça aussi, ça mérite d'être travaillé en équipe, ça mérite d'être discuté avec le psychologue ou la psychologue scolaire pour non pas aider ces parents-là, ce n'est pas mon rôle du tout en tant qu'enseignante, mais pour avoir un rapport juste avec eux et pour pouvoir les accompagner. Comme je peux accompagner n'importe quel parent dans le suivi de la scolarité de son enfant l'année où il est dans ma classe. Ce que j'ai eu l'impression de ne pas réussir à faire parce que le deuil, le drame terrible qui s'était passé, faisait écran. Voilà. Alors, pour parler des psychologues scolaires, il y en a de moins en moins. Ce sont des postes spécialisés dans une organisation qui s'appelle le RASED, c'est-à-dire ce sont les instituteurs spécialisés qui s'occupent des enfants à besoins particuliers, les médecins scolaires, les psychologues scolaires. Et maintenant, là je n'ai pas le chiffre en tête, mais la psychologue à Paris, moi j'enseigne à Paris, je pense qu'elle est sur plus de 15 écoles en même temps. Et il se trouve qu'aussi qu'on peut avoir très bien une psychologue stagiaire qui ne sera pas là tout au long de l'année. Bon, voilà. Et puis, comment eux, les psychologues scolaires, sont formés pour ce type de situation aussi. Voilà, je terminerai juste avec deux autres exemples qui ne me sont pas arrivés à moi, mais dont j'ai entendu parler parce que j'en ai un petit peu parlé en équipe là, ces jours-ci. Je me souviens dans la même école, celle dont je vous ai parlé, il y a eu en petite section le décès d'un petit garçon. D'une classe. Qu'est-ce qu'on dit aux autres ? Quel mot à 3 ans ? On ne verra plus un tel. On dit quoi ? Ça, c'est des vraies questions qu'on se pose. On fait quoi ? Quand vous disiez on va aux obsèques, on n'y va pas, on y va en tant qu'enseignant. On propose aux autres parents. On ne propose pas. Je crois me souvenir de jolies obsèques avec un lâcher de ballon. Je me souviens que quelque chose a été fait. Ça a été fait en accord avec les parents de l'enfant, mais je me souviens aussi de la jeune collègue, c'était peut-être sa 2e année, qui a eu ça à gérer, qui a eu les enfants à accompagner dans le deuil d'un enfant de la classe. Une autre situation très difficile, le deuil des parents, le suicide. Pareil, qu'est-ce qu'on dit quand il y a un suicide de parents ? Qu'est-ce qu'on dit à la classe ? Comment ça va revenir ? Parce que de toute façon, les enfants parlent. Donc, comment ça va revenir ? Comment ça va circuler ? Comment ça va revenir à l'enfant lui-même ? Donc là, j'ai posé la question parce que c'était assez récent dans mon école, donc en maternelle.
Et c'est l'enfant qui est arrivé avec des mots. Parce que sa mère, donc c'était le papa qui s'était donné la mort, et la mère avait pu poser des mots. Donc l'enfant a pu dire « Mon papa était malade dans sa tête, et donc il est mort. » Voilà. Donc je m'en souviendrai de ça. Mais voilà, donc nous, en réfléchissant à ces problématiques, en voyant que la plupart du temps on fait selon notre ressenti, il faut encore qu'on soit un peu solide sur ces questions-là, et que nous-mêmes, ça ne nous mette pas dans des états de revival trop forts. Je pense qu'au-delà des ressources qu'on a dans les équipes personnelles, et aussi de l'aide des psychologues ou de la hiérarchie, parfois aussi les inspecteurs sont bien et nous aident à ces niveaux-là. Je pense qu'un petit outil pratique, qu'est-ce qui se dit selon les âges, à quel âge, qu'est-ce qu'on dit en cas de mort d'un enfant, mort d'un adulte, mort d'un parent, suicide, accident, selon les âges, quelles sont les choses que les enfants peuvent entendre, peuvent comprendre, qu'est-ce qui est judicieux, adéquat, qui aide à avancer. Voilà, donc là, mes questions restent ouvertes. Merci Anne-Charlotte. Merci beaucoup. Alors, nous poursuivons avec Paula Lamann, qui est inspectrice d'académie en philosophie et qui va nous raconter un petit peu. Je vous laisse continuer. Allez-y, parlez bien fort. Vous m'entendez bien tous? Voilà. Alors, merci de me passer le ballon, si je puis dire. Oui, moi, en tant qu'inspectrice d'académie, qu'est-ce que je viens faire dans cette affaire? Je suis inspectrice d'académie de philosophie, j'encadre les professeurs de philosophie, etc. J'avais fait ma thèse et tous mes travaux portent autour du mourir aujourd'hui. Bon, je prends mes fonctions. Évidemment, j'avais une petite attention particulière à ce sujet. J'étais encore très liée au monde des soins palliatifs, avec lequel j'avais beaucoup travaillé pour ma thèse. Et j'entre en contact avec Régis Aubry à l'époque, qui me dit « on a un volet éducation nationale, on ne sait pas quoi faire, etc. » Moi-même, je commençais à percevoir qu'en établissement, c'est tout le temps que la mort surgit. Soit qu'un élève meurt, soit qu'il perde un de ses parents, soit qu'on entende parler d'un ancien élève, soit qu'un professeur meurt, soit que quelqu'un du personnel disparaisse. Bon, bref, c'est tout le temps. Et il y a ici, si vous voulez, un enjeu réel que j'ai perçu tout au long des formations que j'ai montées ensuite. C'est que ça crée des situations de blocage quand ce n'est pas traité. Combien d'établissements s'arrêtent parce que, voilà, 2 professeurs sont morts ce week-end, ou l'un est mort en direct, le professeur de maths devant ses élèves d'un arrêt cardiaque, les profs ont fait ce qu'ils ont pu autour, ils n'ont pas pu, etc. Bon, une élève a quitté la classe, elle a dit qu'elle allait aux toilettes, elle s'est défenestrée, etc., etc. Eh bien, ça fait des coups d'arrêt dans les établissements. C'est-à-dire qu'on n'arrive plus à rien, mais personne ne le dit. J'en ai mis l'exemple. 2 chefs d'établissement me disent on prend nos fonctions, le proviseur adjoint, et tout le temps, nous parler de l'ancien proviseur qui effectivement s'était tué d'un accident de la route. Tout le temps, aucun projet, tout ce qu'on proposait, ça tombe. On s'est dit il faut qu'on fasse quelque chose. On a fait une cérémonie, on a commémoré le défunt qui était apprécié de tous. On a donné son nom à l'amphithéâtre et tout est reparti. Un jour, dans une inspection, je vois une professeure de philo, je vois bien qu'en cours, elle assure le service minimum, la classe fait tout autre chose, et me vient l'idée comme ça, je lui dis, j'ai l'impression que vous rassemblez toutes vos forces pour tenir. Et elle s'effondre et elle me dit, mais oui, mais il y a 7 ans, 2 de mes élèves la même année sont morts dans ma terminale L, et 2 de mes collègues et voisines sont mortes aussi. Je ne peux plus faire face à quoi que ce soit. Donc, ce que je veux dire, et nous avons bien sûr toutes les enquêtes, parce que quand même au centre de l'école sont les élèves, nous avons toutes les enquêtes sur les jeunes gens perturbés, les élèves perturbés, nous avons toutes ces enquêtes remarquables depuis une dizaine d'années,
autour de l'impact cognitif du deuil sur les élèves et sur leur scolarité. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, on pourrait peut-être essayer d'examiner sur le terrain très précisément quels sont les besoins, ce qu'on peut faire, pour qui a besoin de quoi. Donc j'ai été voir ma rectrice. Je dis son nom parce que dans l'institution école, le thème de la mort, croyez-moi, ça ferme toutes les portes. Donc Marie-Danielle Campion, au contraire, mais professeure de droit de la santé, donc sensible à ces sujets, me dit « Ok, feu vert, faites ce que vous voulez ». J'étais dans l'Académie de Rouen à l'époque. Je réunis toute une équipe, Centre national des ressources de fin de vie, Fondation de France nous finance, toutes les équipes du rectorat, infirmières, assistantes sociales, médecins conseillers du recteur, etc. etc. Bon. Et documentaliste, Caroline Tête, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui, qui va nous faire un travail extraordinaire. On va sur le terrain, on rencontre plein de monde. Alors, il existe des choses. On voit que, par exemple, les cellules d'écoute et d'accompagnement marchent très bien. Avec un personnel formé, régulièrement reformé, on renforce les équipes, mais c'est pour des interventions ponctuelles en situation de crise dans la plupart des cas. Donc, c'est éphémère. Et puis, c'est quand là, on voit une crise arriver, mettons, des élèves ont assisté à un drame affreux à la sortie des classes, donc on réunit tout le monde, etc. Mais sur le long terme, on n'a plus grand-chose. Et surtout, on rencontre les établissements où il y a eu des drames, les équipes qui nous parlent et qui nous disent qu'on n'a plus envie de rien, etc., etc. Et ce qui m'a frappé, les assistantes sociales, les psychologues qui nous disent « mais nous, on n'est pas formés là-dessus ». Alors, très modestement, ce n'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on a fait? On a monté des formations. Donc, Cécile Séjourné, psychologue clinicienne, nous a beaucoup aidé. Elle a fait des journées entières de formation intercatégorielles. Donc, viennent ceux qui veulent. CPE, surveillants d'internat, professeurs. Je vois encore ce professeur de français qui nous dit, voilà, je dois faire un journal de deuil en cours, je peux pas, ma femme est morte il y a 8 ans, je peux pas. Bon, vous voyez, donc tout le monde, on fait ça le comble, sachant que, par ailleurs, on n'est pas super aidé non plus, je vais vous en dire quelques mots, parce que on identifie un vrai besoin. Donc, on a monté des formations. J'en fais dans l'Académie d'Amiens où je suis, toute une journée de sensibilisation à la question du deuil et de la mort qui survient en établissement, avec un collègue spécialisé, psychologue, dans les traumatismes, etc. Bon, ça se fait, je pense que ça commence à se faire pas mal dans les académies, mais vous voyez, je crois que c'est un peu dépendant des volontés locales, et il faudrait peut-être un petit peu... élargir, uniformiser, systématiser la chose probablement. Et ce chemin faisant, je voudrais vous dire quand même qu'il est normal qu'on ait rencontré pas mal de réticences ou de résistances. C'est sûr que la mort à l'école, ça vient heurter de front la culture scolaire. Parce que l'école, elle accompagne un développement. Elle est à côté de l'élève sur le chemin de la vie. Elle le conduit jusqu'au supérieur et sans arrêt, on se pose la question de qu'est-ce qu'il va devenir, qu'est-ce qu'il fait, quelle orientation, tout le temps orienté vers l'avenir. Vous arrivez avec le sujet de la mort, excusez-moi, ça choque, bien sûr, c'est normal. Et puis, on doit ajouter à ça que, si vous voulez, l'école transmet des savoirs positifs, ce qu'on sait, ce dont on est sûr, ce qu'on connaît de l'état de la science actuelle, si je puis dire. Or, la mort, c'est une énigme, et puis nous n'avons plus de grandes idéologies communes et collectives qui donnent un sens, christianisme, etc., qui donnaient un sens à la mort, à toute une société. On n'a plus ça. Donc, si vous voulez, c'est nébuleux, la mort. Rangez-moi ça au placard. Et puis, il faut qu'on ajoute à ça que l'école ne se mêle pas de la vie privée. Elle ne se mêle pas de l'intime. L'élève est à l'école dans sa dimension collective, si je puis dire. Il laisse ses affaires personnelles à la maison, ce qui d'ailleurs souvent est bon, parce que ça l'aide aussi à se construire. Donc, si vous voulez, l'intimité, l'affect, le ressenti, y compris pour les équipes, vous voyez. Tout ça, c'est gentil, mais on le met de côté.
Donc, vous ne vous étonnerez pas que quand on a fait notre petite enquête, on a vu que la mort en tant que telle n'existe dans aucun programme scolaire. Elle a même disparu du programme de philosophie, ce qui est quand même étonnant. Et on l'a trouvée, ça et là, aux marges, c'est-à-dire dans un bac professionnel, soins à la personne. Alors, il y a les âges extrêmes de la vie, par exemple, voyez, mais c'est timide. Cela étant, attention, je pense qu'en littérature, je pense qu'en histoire, la mort surgit de partout. Donc, il y a quand même une présence, malgré tout, mais jamais identifiée comme telle, jamais nommée. Voilà, c'est devenu... Vous voyez, nos jeunes ont des formations, vous aviez tout à fait raison de le dire tout à l'heure, Mathéo. Surtout, la sexualité, les addictions, là-dessus, rien. Effectivement, ça manque sûrement, et il y a un ressenti, une solitude, vraiment, de ceux qui ont été affectés par un drame personnel de cette nature, qui embarrasse, qui gêne la vie, qui empêche sûrement d'avancer. Bon. Et ce que nous avons fait donc pour essayer de dépasser tous ces obstacles ils ont été nombreux. Par exemple, j'ai essayé d'introduire la question dans la formation initiale en IUFM à l'époque, c'est-à-dire là où on forme les futurs professeurs. On ne m'a jamais répondu. J'ai relancé, ça fait peur. Mais avec le temps, tout doucement, on y arrive. Alex Ezen, je ne sais pas quel est le nom actuel, il vient de changer. C'est une école où on forme les cadres de l'éducation nationale. J'ai réussi timidement, entre 16 et 18, à introduire, comme ça, pour les directeurs d'école et les proviseurs, une formation pour les chefs d'établissement. Elle a beaucoup plu. Ça a fait parler, ils ont dit on a un vrai besoin, c'est un vrai problème, on ne sait pas quoi faire quand ça arrive, aidez-nous, etc. Et depuis, c'est devenu 2 grandes journées que le pédopsychiatre Guy Cordier anime, et vraiment, je l'en remercie beaucoup. Alors, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Vous trouverez sur le site de l'Académie de Rouen, ça a été le fruit d'un énorme travail. À l'entrée qui s'appelle sensibilisation au deuil en milieu scolaire, vous trouverez ce qu'on appelle un panier de ressources, c'est-à-dire un ensemble de références, livres, films, outils pédagogiques, etc., pour tout le monde, et aussi des fiches pratiques, vous en parliez, des fiches pratiques, mais bon, c'est de l'auto-formation, si je puis dire, et qui s'adresse à tous. Un élève a perdu son père, sa mère, un frère, une sœur, des grands-parents, etc. Un professeur a perdu un collègue, un élève, etc. Vous voyez, toutes les rubriques, toutes les dimensions de la question à l'intérieur de l'établissement sont abordées. Je suis chef d'établissement, nous perdons un élève, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, c'est très modeste. Ça demande à être sûrement réactualisé, parce que là, il date déjà de quelques années. Et sans doute qu'il faudrait le sortir de son caractère académique et imaginer d'autres instances plus générales, parce que j'ai vu par exemple sur Eduscol, c'est la fin, sur Eduscol, qui est vraiment le truc que tout le monde, tous les professeurs, les parents peuvent y aller, il y a tous les programmes, il y a tout, et il y a quelque chose que faire en cas d'attentat et de retour à l'école. Bon. Donc, nous pourrions aussi y déposer les mêmes ressources, les alimenter, voilà. Mais il est certain que la formation des acteurs de terrain, c'est ce qu'il y a de plus important. Et ça n'est pas facile toujours à monter. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment pour ces apports très riches. Et puis, on sent un vécu émotionnel, un vrai investissement derrière vos propos. Alors avant de donner la parole à la salle pour les questions, juste ça m'a renvoyé à quelques petits points que je vous renvoie. Donc les deuils, donc c'est des moments chargés émotionnellement. Il y a une énorme charge émotionnelle qui va interroger les corps, l'esprit, etc. C'est un phénomène qui revient avec une étonnante régularité, c'est-à-dire c'est tout le temps. Il est important, je pense, et c'est ce qui apparaît dans vos propos, de pouvoir y penser en amont. C'est-à-dire ce n'est pas quand on est confronté à la situation qu'on va pouvoir prévoir comment l'accompagner. Et là, on a beaucoup parlé d'enfants, alors d'enfants, adolescents malades ou d'enfants à l'école. L'école est un lieu de vie. Ce qui m'a semblé intéressant, c'est la place des adultes
qui, s'ils sont accompagnés et formés, vont pouvoir être un repère, un soutien pour les enfants. Et du coup, peut-être aider à élaborer cette charge émotionnelle. Vous allez voir, on est très complémentaires. Je passe Voilà, et moi je rajouterais, ce qu'on entend, c'est qu'il y a vraiment besoin de permettre aux gens de pouvoir parler, nommer ce qu'ils ont vécu, de pouvoir dire les souffrances qu'ils ont pu vivre. Là, je parle des professionnels, et que souvent, le deuil professionnel est très mal entendu. Hein, alors pour ma part, moi j'anime énormément de groupes de parole dans les hôpitaux. Pour vous donner un tout petit exemple, mardi, j'étais dans une équipe de soins palliatifs, et là, étonnamment, ils étaient très nombreux à m'attendre. Et ils me disent, voilà, il faut qu'on vous parle, parce que là, en 5 jours, on a eu dans le service 14 décès. Voilà. Et ils disent, ça a été dur. Et ils ont besoin de ça. Et je pense qu'ils ont besoin, alors en soins palliatifs, c'est un peu plus formé, mais partout ailleurs, c'est d'être formé et d'être accompagné, me semble-t-il, dans le temps. Ce n'est pas une formation qui va tout déterminer, c'est d'être accompagné. Et c'est là où Empreinte offre une possibilité fort intéressante. Voilà. Est-ce que parmi vous, il y avait des questions, des remarques, plein de choses? Et puis peut-être de dire qui vous voudriez qui réponde, hein, parce que comme il y a eu 3 intervenants, vous allez pouvoir nous dire. Je vois que le micro circule. Madame. Donc Dominique Davout, association Apprivoiser l'absence. Oui. Donc accompagnement du deuil des parents et des frères et sœurs, des groupes Super. de pères à partir de 14 ans. Ma première question, c'est pas vraiment une question, c'est plus une contribution en termes de documents dont je suis certaine, en particulier que Mme Sopic, que vous connaissez. Mais si vous ne connaissiez pas, on l'utilise à Apprivoiser l'absence, c'est repère pour vous, parents en deuil. Et repère pour vous, parents en deuil d'un tout petit. Donc pour le trouver, on va sur l'association Sparadra. Et Sparadra propose, en plus d'une petite feuille, vous connaissiez certainement hein, par palipède, mais bon, je pense que c'est à connaître dans les équipes hospitalières. Donc vous irez éventuellement votre expérience. Donc une petite feuille qui dit comment remettre, et puis Sparadra qui propose des formations pour les soignants sur comment remettre ces documents, parce que ça n'est pas facile. Et je me permets de signaler aussi le travail qu'a fait Muriel de Rome avec un tout petit livre, tout petit en épaisseur, qui s'appelle La traversée des pays du deuil. Alors là, c'est peut-être plus pour l'école, qui est un excellent outil d'accompagnement pour parler avec ou pour donner aux adolescents. Voilà, ma contribution n'est pas plus large, mais c'est celle de vous donner des pistes si les uns et les autres ne les connaissent pas. Je vous remercie. Merci beaucoup, madame. Qu'est-ce qui serait encore intéressé de témoigner ou de poser une question? N'hésitez pas. Moi, je veux bien, si je peux. J'ai le droit, Vincent? Une question. Madame Tournillan. Moi je me demande juste la faisabilité de former les professionnels, de prendre 2 journées parmi l'ensemble des thématiques sur lesquelles ils doivent être formés pour parvenir à avoir un petit bagage sur le deuil. Je ne sais pas, ni en termes de coûts, ni en termes de concrètement de faisabilité, si c'est envisageable. Je voulais vous interroger sur notre proposition qui est d'avoir au moins une personne référente sur le deuil par établissement ou par service hospitalier, c'est-à-dire une personne ressource, elle formée, qui soit disponible pour les collègues. Est-ce que ça vous paraît fonctionnel comme proposition ? C'est tout à fait fonctionnel, je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend ? Puisque, alors nous le faisons, nous, dans notre formation à Amiens, viennent des personnels 1 ou 2 par établissement. Nous sollicitons les chefs d'établissement, ils envoient des personnes volontaires qui, ensuite, en établissement, seront les référents, si vous voulez. Mais ça existe là, mais ce n'est pas systématique. Nous l'avons créé, vous voyez. À Rouen, ça existe aussi. Il y a toute une formation comme ça en amont. Mais par exemple, le premier degré m'échappe. Moi, je ne peux rien faire sur le premier degré. Donc c'est très, très relatif aux volontés. Ce serait faisable à l'intérieur. Si vous voulez, c'est plus une question d'acceptation par le sommet de la hiérarchie de ce type de formation. Le vrai problème est là. L'argent, on l'aurait. Il suffirait de se glisser dans les budgets formation, puisque moi, j'y arrive à Amiens et ça se fait aussi à Rouen et sûrement ailleurs aussi.
mais il faut la volonté. Pour l'instant, j'irai bien dans les SP ex-IUFM, mais je sens qu'on va me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce sujet ? Alors justement, les enseignants du premier degré, ils ont 1 à 2 années en SP. Donc, selon moi, 2 heures de formation sur le deuil peut-être serait une chose possible sur une année. C'est un peu trop. Nous avons aussi 18 heures de formation annuelle, sur des sujets qu'on peut choisir. Donc on pourrait éventuellement, si c'était proposé, avoir envie de le choisir. Et pour répondre à ce que vous dites tout de suite, il y a 15 ans, j'ai commencé à faire des ateliers philo dans ma classe. C'était très particulier. On hésitait, c'était un peu nouveau. On hésitait à le mettre dans notre emploi du temps. Alors on le mettait en langage pour pas se faire qu'est-ce que c'est que ça ? Vous faites de la philo maternelle. 2 ans après ou 3 ans après, c'était dans toutes les propositions de formation continue, à la philo, à maternelle et en élémentaire. Donc il faut se dire que c'est possible. Je pense que petit à petit, si les sujets sortent, sont définis comme étant et intéressants et utiles et représentent un besoin, ça peut se faire. Voilà. Il faudra peut-être un peu de temps, mais oui. Voilà, il faut obtenir les accords. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui, je vois. Je voulais poser une question à Mme Solpic. Vos adolescents, ils fonctionnent beaucoup collectivement, ils ont la même maladie, ils ont l'école ensemble, ils passent du temps, ils font les fêtes ensemble et tout. Et alors, je sais pas pourquoi, au moment de l'annonce, vous ne la faites pas collective ? Et pourquoi c'est chaque individuel là ? Parce que d'abord, allô, oui, vous entendez ? Oui. Je vous ai parlé de 20 décès par an. Les 4-5, enfin, la plupart ne surviennent pas dans le service et surviennent quelquefois plusieurs semaines, voire quelques mois après la sortie de l'enfant. Donc tous les patients du service ne l'ont pas forcément connu. Donc ça, c'est la première chose difficile. Et ensuite, dans la mesure où en plus les enfants auxquels on doit faire cette annonce ont quelquefois la même maladie que celui qui est mort, je crois que c'est vraiment important d'avoir un entretien individuel avec chacun d'entre eux parce qu'ils posent souvent des questions sur eux. Et c'était plus grave que moi ce qu'il avait. Et, donc je pense que leur expression ne serait pas aussi libre, si vous voulez, en collectif. Par contre, le temps de la cérémonie est évidemment collectif et il est très important et il se dit énormément de choses à ce moment-là, ça c'est sûr. Si je peux rajouter, je crois que l'annonce de la mort, ce que vous disiez tout à l'heure, c'est un accompagnement individuel. Parce que la mort, c'est quelque chose qui nous concerne tous, mais qu'on va ressentir tout un chacun différemment. Et qu'il faut beaucoup de délicatesse, mais il faut pouvoir le dire et l'annoncer, et avec les justes mots. Et parfois, quand c'est annoncé effectivement en collectivité ou machin, ça peut parfois passer comme une banalité ou comme quelque chose qui peut... Les mots choisis peuvent être reçus très bien par quelqu'un et très violemment par un autre. J'avais une deuxième question à poser aux enseignants. Je discutais avec Théo tout à l'heure au déjeuner et je lui disais, mais son papa est décédé. Je lui dis, le lendemain, quand même, tu es resté dans ta famille. Non, maman m'a dit qu'il fallait que je continue mon chemin. Et donc, j'ai été à l'école dès le lendemain. Et donc, je me suis dit, alors, la maîtresse, il a fallu que du jour au lendemain, elle embraye. Donc, s'il n'y a pas anticipation, et apparemment, elle a très bien fait les choses, mais s'il n'y a pas formation et anticipation, je ne vois pas comment une maîtresse peut d'emblée réagir avec une classe du jour au lendemain. Si je peux me permettre. J'assume ce côté-là. En effet, j'ai dit à mon fils de retourner, et à ma fille, il ne faut pas oublier qu'il avait une petite sœur qui avait l'école en grande section de maternelle. Voilà. Je les ai emmenés à l'école, mais je ne les ai pas emmenés à l'école seuls. C'est-à-dire que j'ai été avec eux, devant leurs instituteurs. J'ai parlé à chaque institutrice, pour ma part, et on a discuté avec le directeur de savoir si l'école pouvait les prendre et quelle allait être la journée de mes enfants. Et les instituteurs se sont adaptés à chacun de mes enfants. Donc, en effet, je les ai remis dans la vie réelle, ou du moins j'ai voulu continuer à vivre,
Parce que moi aussi, de mon côté, j'avais un traumatisme. Il fallait que je fasse les papiers et je pensais qu'ils étaient mieux avec leurs amis qu'avec moi au pont funèbre. C'est peut-être un choix. Mais je ne l'ai pas fait de façon... je ne les ai pas jetés à l'école. Je les ai accompagnés. Et pour le coup, j'ai eu la chance d'avoir 2 institutrices formidables qui ont entouré mes enfants. Et je peux témoigner aussi dans le fait des obsèques ou autres. Moi, l'école a été tellement proche que les enfants ont eu... Mon fils était en CM2 à ce moment-là. Tous ces instituteurs de la petite section au CM2 étaient présents aux obsèques de leur papa. Et les animateurs de centre sont venus garder les classes. Donc voilà, chaque classe fait avec ses moyens. Nous, on a eu de la chance d'avoir un directeur d'école et des institutrices qui ont su très très bien gérer mes 2 enfants, encore maintenant, pour la 2e. Et oui, c'est dur, mais après, je pense qu'il faut faire au cas par cas. Mais je pense qu'il y a aussi un minimum de formation à avoir. Ça, je suis certaine. En général, ça se fait de soi-même. C'est-à-dire, effectivement, ça se fait dans le dialogue avec les parents. Dans 90% des cas, ça se fait comme ça. C'est quand les parents sont eux-mêmes trop mal, ou voilà, que c'est très compliqué, ou quand ça nous touche particulièrement pour telle ou telle raison. Mais ça se fait dans le dialogue. Et donc, c'est pas... Oui, il faut savoir, je pense, en amont, ce qu'on peut dire selon les âges. Ça, oui, pour pas choquer les enfants, pour être juste, mais ça se fait quand même relativement de soi-même. Mesdames, un grand merci. Vraiment. Vincent. C'est moi. Je voudrais rajouter quelque chose par rapport au docteur Solpic et par rapport à la question sur le collectif. D'accord. C'est possible ? Oui, bien sûr. Donc moi, je m'occupais du service de la scolarité de la clinique où travaille le docteur Solpic, et donc on a beaucoup travaillé ensemble. Le collectif se pose exactement au service de la scolarité. Parce qu'on a... Je vais me lever. Parce qu'on a 6 services et des élèves de la scolarité venant de ces 6 services. Il arrive que des professeurs apprennent le décès d'un élève, et donc nous aussi, par un autre de ses camarades. Pas forcément du même service. Donc là, on est en plein dans le collectif. Le professeur reçoit ça comme un boulet, c'est-à-dire ça lui tombe dessus et ça le casse. Et j'en ai vu. Les autres élèves de la classe qui connaissent ou qui ne connaissent pas celui qui est décédé perçoivent la chose selon leur proximité avec celui qui est mort d'une façon tout à fait particulière, mais d'une façon forcément traumatisante et très violente. Et là, on est dans le collectif et il faut faire quelque chose. Et ce que nous faisions, alors c'est juste pour vous donner un exemple, ce que nous faisions, c'est que tout de suite, pratiquement, enfin dans le quart d'heure qui suivait ou la demi-heure, nous organisions un petit groupe d'élèves et de professeurs qui le voulaient, et on parlait de celui qui était mort ou de celle qui était morte, ou on dessinait, ou on écrivait, on faisait quelque chose ensemble. Et c'était extrêmement important. Et on peut parler aussi, Madame Solpic parlait des essais qu'on apprend alors qu'on est à l'étranger. On a appris un jour, le jour des vacances de Toussaint, la mort d'une élève qui était extrêmement portée par le service de la scolarité et son service. Ça a été ravageur. Et la CPE et moi, nous avons averti tous les professeurs, alors que c'était le début des vacances de Toussaint, de façon à ce qu'ils ne soient pas confrontés au traumatisme de l'événement en rentrant, mais qu'ils le sachent déjà. Et ils nous ont tous remerciés. Donc là, on gère effectivement le collectif et on a des conversations individuelles, mais on a surtout un groupe d'élèves qui ne sont pas forcément du service d'onco-hémato et à qui il faut annoncer ce qui s'est passé. Merci beaucoup.